Donc du coup, bonjour. Comme Antoine a indiqué, moi je vais parler de la pensée écologique du mouvement technocratique. Et donc, en anthropologie, je vais commencer par expliquer rapidement ce qu'est le mouvement technocratique. Donc du coup, il s'agit d'un mouvement politique mené par des ingénieurs aux États-Unis principalement. Et c'est un mouvement politique en fait qui prend ses racines à la base des initiatives de recherche empirique sur l'économie. C'est les deux projets qui sont impliqués ici, donc la Technical Alliance en 2020, et les sources d'inefficience dans l'industrie et les sources de gaspillage. Et ensuite, l'Energy Survey est une grande enquête sur les capacités de production des États-Unis en termes énergétiques. Et les conclusions de cette Energy Survey, c'était que les États-Unis seraient techniquement en capacité de fournir un niveau de vie élevé à l'ensemble de la population, et que du coup, la misère en fait, que traverse la population à cette période qui fait suite à de 1929, elle n'est pas liée à un manque de moyens, elle est liée à une mauvaise utilisation. En fait, les technocrates, les contradictions entre la logique du marché qui tend vers l'abondance et la logique du marché qui suppose la rareté et la logique de la technique qui tend vers l'abondance. Et donc, il y a aussi un problème avec le remplacement du travail humain par le travail des machines qui va amener une certaine partie de la population à être au chômage technologique et créer non seulement de la misère, mais aussi des déséquilibres macroéconomiques. Et les agents, en fait, pour obtenir un revenu dans ce contexte-là, vont être amenés à mettre en place tout un tas de stratagèmes qui vont consister à saboter, comme disent les technocrates, c'est-à-dire renoncer aux meilleurs standards techniques pour répondre à des contraintes marchandes qui sont des que développeront un peu plus par la suite. C'est l'Energy Survey, quand il est publié, il a un grand retentissement médiatique, puisqu'il va porter, ces conclusions-là, il va porter un certain espoir pour les gens qui sont touchés par la misère. C'est en partie lié à la diffusion de ces articles, d'une série d'articles un peu sensationnalistes par un journaliste qui s'appelle Wayne Parrish. Et ça amène à une période qu'on appelle la technocratie, en fait, pendant la fin de l'année 1932, début de l'année 1933, la technocratie, c'est un buzzword qui a un succès absolument. Et ça va se passer par la suite pour des raisons qui sont liées à la fois à une perte de crédibilité d'une certaine du mouvement et à l'édition. C'est un mouvement qui va prôner la socialisation de la fois qui va vraiment se politiser, qui va abandonner la perspective de recherche. C'est des auteurs qui vont revendiquer la planification de l'économie, le contrôle de l'ingénieur, la mécanisation, la réduction du temps de travail et la mise en place d'un système la mise en place d'un système distributif. Donc un système où, à la place de procéder à la distribution des biens par des échanges marchands, on aurait un système purement distributif comme dans un cas de rationnement. Et donc là, vous vous demandez peut-être c'est quoi le rapport avec l'écologie, on est face à un mouvement qui prône en fait l'avènement d'une société d'abondance. Et bien en fait, il faut savoir que c'est des auteurs qui, quand ils vont développer une perspective théorique et plus juste faire des constats empiriques sur l'économie, ils vont développer une perspective physique qui va les amener à avoir une conscience assez aiguë des limites environnementales. Et donc c'est à ce paradoxe-là que je vais m'intéresser dans le chapitre que j'ai proposé, c'est-à-dire la tension entre la volonté de faire une société d'abondance et la présence de l'article des ressources. En gros, comment ces auteurs entendent faire une société d'abondance avec les ressources en main. Alors, c'était un tour comme ça. Je vais donc maintenant présenter rapidement le cadre théorique de la pensée des technocrates, donc l'analyse politique. Je vais vous lire cette citation, parce que c'est un peu compliqué. Mais cette citation résume très bien en fait, la perspective de ces auteurs qui sont pour l'immense majorité des ingénieurs sur la compréhension de l'économie. L'auteur nous dit la biologie, le climat, les ressources naturelles, l'équipement industriel, tout cela entre en compte lorsque l'on dresse un tableau de la société. Et personne ne peut prétendre comprendre quoi que ce soit des problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, sans avoir au moins une vue panoramique des relations entre elles et ces éléments essentiels du tableau. Toute chose sur Terre est composée de matière et donc une connaissance de la chimie. Ces choses bougent et de ce fait implique de l'énergie. La compréhension de ces relations entre les connaissances physiques, l'équipement industriel ainsi que les substances dont sont composés les organismes vivants de la Terre, nous devons traiter la géologie du processus terrestre. L'homme est lui-même un organisme pour sa nourriture dans d'autres organismes. Par conséquent, une connaissance de la biologie nécessaire. Si vous demandez une analyse de la société et de l'économie, vous pouvez mobiliser toutes ces connaissances de sciences naturelles. Du coup, ils vont
donner cette description de l'économie, d'abord comme l'ensemble de l'activité de groupe d'êtres vivants, des êtres humains, qui mobilisent différentes sources d'énergie pour transformer la matière afin de répondre à leurs besoins physiques. Du point de vue physique, en fait, la transformation de matière et d'énergie qui prend place dans le cadre des processus économiques, il est de même nature que toute autre transformation de nature de ressources d'énergie qui se produisent dans la nature, et donc on va utiliser exactement les mêmes connaissances pour les analyser. En revanche, le système monétaire, ça c'est un système de convention humaine, c'est-à-dire que quand vous parlez en monnaie, vous ne parlez pas de l'état des ressources physiques, vous parlez de l'état des droits de propriété. Et donc pour les technocrates, il y a cette rupture ontologique. En fait, il n'y a pas de relation d'ordre physique entre le système monétaire et le système et l'activité économique qui transforme les ressources. Et par conséquent, il peut y avoir un certain nombre de déséquilibres, d'incohérences qui peuvent venir. Un des grands aspects de leur théorie, c'est l'analyse historique en fait, du développement de l'économie en termes physiques, par l'analyse de comment l'être humain va mobiliser différents types de ressources. Et en fait, cette analyse historique aboutit à l'idée qu'avec le développement de la vapeur, on mobilise une force physique sans précédent qui dépasse de très très loin les capacités que les êtres humains doivent mettre en place avec leur corps. Et que ces compétences-là, en fait, qui ont cette mobilisation d'énergie-là, qui est dans le contexte du continent nord-américain qui est doté de très nombreuses ressources, donne la possibilité d'une société d'abondance. Et face à ça, en fait, le marché va se retrouver incapable d'allouer correctement les biens du fait qu'il y a moins et donc, ça va se traduire, je vais passer assez vite sur ça, mais d'un point de vue social, sur le fait que de la financiarisation et de la diminution des heures de travail, du coup, il y a un problème de bouclage en fait, où il y a toute une population, toute partie de la population qui est assez revenue. Il y a un déséquilibre entre production et consommation, ça c'est assez classique, c'est pas du tout le second niveau qui est aussi mais surtout, un autre problème et une contradiction qui vont pointer entre l'industrie et le système de vie, c'est que le marché, en fait, supposerait une croissance indéfinie de l'activité économique qui n'est pas physiquement soutenable. C'est la situation. Et du coup, cette persistance du système de prix va amener tout un tas de comportements qui sont rationnels d'un point de vue marchand, mais absurdes d'un point de vue technique. C'est ça qui appelle le sabotage. Parmi ces choses-là, on va voir par exemple l'obsolescence programmée, on appelle l'obsolescence programmée, donc d'autres termes, parce qu'à l'époque c'est des défenseurs d'obsolescence programmée qui va consister à faire des produits moins durables encore plus, donc ça c'est un point de vue marchand, c'est un point de vue technique. Et même la restriction de grandeur des quantités et la destruction des stocks invendus, vous pensez par exemple au stock alimentaire, c'est un gros problème à cette époque-là, parce que c'est vraiment une politique qui vient de détruire ces stocks alimentaires pour manipuler les prix agricoles, alors que les personnes sont de l'autre genre. La redondance et la sous-utilisation des documents, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs industries qui ont produit la même chose, ça correspond à des différences qualitatives significatives. Et donc ça va entraîner d'ailleurs la nécessité de faire de la publicité et donc de dépenser des ressources dans quelque chose qui est plus grand d'argent. Donc on a surtout des services publics et gratuits, puisqu'à partir du moment où des agents peuvent obtenir gratuitement des services ou des biens, du coup le marché va exister, donc les gens ont entendu. L'interférence légale des intérêts privés, donc le lobbying, les projets, qui vont promouvoir en fait pour des raisons marchandes, encore une fois, des développements techniques sous-optimales, par exemple le lobbying des compagnies pétrolières, etc. On pourrait continuer à en reprendre, par exemple, pour renouveler un peu, de ne pas renouveler le document qui est complètement inefficient, par exemple sur le plan énergétique, juste parce que ça coûte très cher. Enfin, voilà, tous ces mécanismes-là, en fait, avec leurs compétences d'ingénieur, ils vont les mettre en évidence, en réalisant le design, en réalisant l'infrastructure, et les bureaux aussi. Et donc maintenant, je vais rentrer plus dans l'aspect environnemental et écologique. Je passe 5 minutes. Dans l'aspect environnemental et écologique. Alors, pour pouvoir parler de ça, on ne peut en fait mentionner que la personne qui a mené la présentation la plus systématique de la théorie des technocrates, et en particulier dans son rapport entre physique et économie, c'est son dieu, qui est Martin Hubbert, et qui est aussi le théoricien du pic pétrolier, c'est un géophysicien assez reconnu, et qui était le directeur de l'éducation dans l'une des plus grosses organisations technocratiques. Avoir une certaine conscience des limites des ressources fossiles, donc ils vont mettre un peu
alerter sur le fait que si on utilise un instrument, on n'aura plus et il va falloir aller chercher ailleurs. Et peut amener à des gains. Mais c'est aussi une analyse qui nous plus généralement au sujet de toutes ressources épuisables. Donc, par exemple, ici avec le numéro, je vais vous expliquer rapidement ce schéma. On voit que là, c'est les minerais qui sont dans le sol, dans des endroits qui sont fortement concentrés. On va pouvoir les extraire, du coup, les exploiter et faire un stock de matériaux pour l'industrie. Et on va produire des trucs avec une certaine partie, on va les récupérer par exemple. Enfin, je sais pas si on parlait de recyclage, mais le scrap, c'est ça, c'est le gros de. Par exemple, si vous avez des boîtes de conserve, une partie de boîte de conserve, vous allez récupérer, vous allez refaire des trucs avec, mais il y a forcément une partie qui est gaspillée, qui finit en déchet. Et donc, en gros, les minéraux et les ressources rares en général sont dispersés sous des formes qui pourront être exploitées. Alors, c'est le seul problème qui pointe avec cette dispersion. À ma connaissance, j'ai pas vu de texte technocratique où il parlait de la question de la pollution. Mais voilà, c'est cette logique-là. Ça, c'est juste un autre exemple avec le fluorite, où en gros, il parle un peu aussi de la corruption en gros, des institutions scientifiques qui servent de façon sans intérêt marchand. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Illinois Chicago Soleil qui va recruter un chercheur juste pour chercher comment utiliser de la fluorite dans l'industrie du bâtiment, alors que c'est pas forcément, selon Marvin Kingbert, l'usage le plus pertinent de cette ressource. C'est juste pour créer des débouchés en fait, de marché et d'utiliser. Et du coup, ça va emmener à avoir tout un certain nombre d'éléments dans le programme politique qui sont assez, de notre point de vue, assez visionnaires. Donc, par exemple, promouvoir le développement des énergies renouvelables, de l'hydraulique, du nucléaire, qui sera renouvelable, en tout cas des énergies pas fondées sur les fossiles. Et puis, du solaire, Marvin Kingbert, quand il s'agit de panneaux solaires, en tout cas, à l'époque, souvent, je parle des années 30, c'est plutôt. Et du coup, oui, ils vont pouvoir calculer la socialisation de l'ensemble de l'économie et sa planification par les ingénieurs, et du coup, en fonction des contraintes qui sont des contraintes techniques, c'est-à-dire de durabilité et d'éviter la création de niveaux technologiques, etc. Le système de durabilité, c'est une qualité en différents énergétiques et ressources. Et le système de distribution, pareil, se fonde sur des bornes en fait, qui correspondent à l'énergie mobilisés dans la production des certificats énergétiques. C'est des certificats qui sont nominaux et qui sortent de la circulation quand ils sont utilisés pour ne pas créer de déséquilibre ou d'accumulation et de réponse énergétique pour éviter la création de déséquilibre, d'accumulation, de réappropriation de ressources équipements techniques par exemple. Et voilà, je ne vais pas entrer dans les détails des autres aspects, genre l'égalitarisme et tout ça, et du coup, les finances, si j'ai le temps, je vais finir rapidement sur ça, parce qu'en fait, à chaque fois, on me pose systématiquement la question. C'est que, peut-être que ça en a de famille avec, par exemple, le méthode du chiffre de Jean-Marc Jancovici. Effectivement, il y a un certain nombre de points communs que j'ai listés là. Il y a notamment des indicateurs qui sont similaires sur l'équivalence entre travail humain et travail machine. La capacité énergétique, le rôle de l'ingénieur, etc. Il y a aussi beaucoup de différences dans le fait que, par exemple, le programme technocratique vise ouvertement le dépassement du système public, de toute forme d'économie monétaire, ce qui n'est pas à l'heure actuelle, en tout cas, la population du chiffre projet. Et surtout, en fait, d'un point de vue fondamental, je trouve que l'équipe de ce mouvement a pu vraiment donner des clés de compréhension sur la manière dont des gens vont développer des considérations écologiques à partir d'arguments purement techniques et purement assez sur l'optimisation du système cognitif, on pourrait penser être une contradiction autrement. Et ça permet de voir les limites de ces discours-là, parce qu'on limite à la perspective des technocrates. Je vais pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est un discours qui peut quand même être assez réducteur sur ce que c'est l'organisation de l'économie de la société. Mais ça montre aussi ses vertus, à savoir le fait que ça peut être une manière dont des gens qui ne seraient pas réceptifs à des discours écologiques ou politiques vont finalement se trouver sensibilisés. C'est ce qu'on disait hier quand on parlait du fait que les étudiants ont été étudiés dans un des papiers étaient en fait utilisés par le dossier une perspective technique et que c'était juste une porte d'entrée dans la politique, et ça a amené ensuite à toute la discussion qu'il y a eu avec la question de Cyprien et par après la fin des séances sur
l'ethnocentrisme des sciences sociales, et en fait le fait qu'on va avoir tendance à présenter cette école-là comme naïve, alors que c'est aussi une mode de politisation pour des gens qui n'ont pas forcément légitimité à prendre de haut ces perspectives-là, à mon sens, et c'est ce que je fais dans ma thèse, ça devrait être étudié comme n'importe quel autre programme français. Et oui, voilà, c'est aussi une tendance à le présenter comme un genre d'incursion malvenue de la technique dans le discours politique, alors que c'est aussi pour ces auteurs-là qui sont ingénieurs de manière de politiser la technique, d'amener les questions politiques dans leur vie. Et voilà, c'est quelque chose qui retourne un peu nos représentations, ça remet en question l'association entre technique et capitalisme, que pour eux, le capitalisme et le système de prix en général, tout est en économie, du capitalisme, est en contradiction avec ce qui serait la logique de la technique, parce que la conception sur la de la technique comme quelque chose d'intrinsèquement collectiviste dans l'abondance égalité. C'est remise en question aussi de l'idée que l'ingénieur soit forcément une figure de la destruction de l'environnement et tout. On peut prouver que leur théorie écologique est quand même limitée au nous on considère aujourd'hui des prérequis pour une bonne considération de l'environnement, mais pour l'époque c'est vraiment quelque chose assez avancé. Et il y a cette idée aussi de faire de l'ingénieur l'acteur de la transformation de la société, donc c'est illustre ça, c'est un film aussi sur la continuité de Veblen, l'idée d'un potentiel révolutionnaire entre guillemets de l'ingénieur, c'est-à-dire de l'ingénieur comme bastion d'esprit coopératif dans une société où la compétition, la concurrence est très lourde.